Monsieur Moreno, donc, ok, on a bien compris smart, green, donc verte et intelligente. Comment on fait en sorte qu'elle soit humaine aussi et qu'elle crée du lien? Absolument. Je pense que le fond du problème, le fond de la problématique, elle est là. C'est-à-dire que, je disais, à l'esprit de l'ingénierie française, on a tendance souvent à confondre les moyens avec les objectifs. Les moyens, c'est toutes les manières qu'on a pu dénombrer lors de cette discussion pour se déplacer. Le marché, les voitures, les vélos, tout ça, c'est les moyens. Mais quels sont les vrais objectifs qui sont derrière? Moi, l'objectif, en tout cas dans mon domaine d'activité des problématiques urbaines, c'est la qualité de vie des citoyens, c'est la création de la valeur économique et la lutte contre le chômage par rapport au territoire économique, c'est l'inclusion et le lien social par rapport à des villes qui sont extrêmement fragiles, où il y a énormément d'exclus, et les volets environnementaux, puisque le plus grand défi que l'humanité ait aujourd'hui, c'est la lutte pour le climat. Donc, si je veux résumer par rapport aux objectifs, moi je suis très clair, par rapport aux objectifs que nous avons aujourd'hui, qu'on soit des mondes entrepreneuriales, qu'on soit des mondes des gouvernances locales ou autres, on a trois objectifs majeurs, qui est la création de la valeur économique, sociale et écologique dans nos territoires. Ça, c'est les objectifs. Et ça découle donc en qualité de vie. Donc, une pérennisation sociale pour vivre ensemble, une culture urbaine, une démarche écologique par rapport à la fragilité des ressources naturelles, le développement donc, de notre économie locale et la résilience, parce que nous vivons dans des territoires qui sont extrêmement anxiogènes. Face à ça, nous avons des moyens. Dans les domaines qui nous concernent de la mobilité, on a vu un certain nombre. Mais tous ces moyens-là, ils ne servent à rien si au cœur, on ne crée pas de lien social. Moi, je développe cette idée dans le monde entier autour de ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, vous avez évoqué tout à l'heure, mais pas dans des villes nouvelles, dans les villes dans lesquelles on vit tous les jours. Donc la ville des quarts d'heure, c'est la possibilité d'émailler avec un ensemble de ressources de proximité, le commerce de proximité, les liens culturels, les liens sociaux, les personnes âgées, les gosses, les écoles, les travails, des nouvelles formes de travail, dans un environnement au bout d'un quart d'heure qui permettent donc de limiter les déplacements. Je le disais lors de cette conférence, je le dis souvent dans des conférences dans le monde, pour aller très loin dans cette idée-là, la meilleure mobilité qu'il peut y avoir pour les urbains, c'est l'immobilité. C'est quand on n'a plus besoin de se déplacer et on a subi, et je termine par là où j'ai commencé, les besoins qui sont première, secondaire et tertiaire. Si je me loge, si je travaille, si je peux accéder à mes loisirs, si je peux m'éduquer, si je peux me soigner, si je peux accéder à ma vie avec mes proches et que je n'ai pas plus d'un quart d'heure, tous les déplacements que je ferai en plus, de manière réticulaire, par maillage, c'est parce que j'ai envie. Donc aujourd'hui, les mobilités, l'essentiel des mobilités urbaines aujourd'hui sont contraintes. Parce que socialement, la géographie et les territoriales de nos villes et de métropoles, les cas de Paris, elles sont cadencées de l'est à l'ouest. Parce que les usines, elles se trouvent dans les directions des vents. Donc les vents qui soufflent à l'ouest, donc c'est pour ça que vous avez les usines qui sont au nord, et donc les grands quartiers de l'ouest où nous sommes aujourd'hui, et les secteurs populaires qui étaient pas loin des usines, avec la main-d'œuvre qui venait, immigrer, etc. C'était logique sur place. Mais ça remonte à la révolution industrielle, ses habitudes socio-territoriales. Sauf qu'on est devenu une ville de services, les usines ont disparu. Le nord de Paris est devenu donc des usines en perdition. On a eu tout un tas de problèmes sociaux par la suite. Ça a été mal desservi. Clichy-Montfermeil, les derniers métros, ça a été arrêté, c'était le tramway, ça s'est arrêté il y a 50 ans. Vous avez 60 000 personnes qui n'ont aucun accès en termes de déplacement, uniquement le bus, comme vous voulez qu'ils trouvent de l'emploi. Tandis qu'à l'ouest, donc vous avez les grandes entreprises qui sont installées, mais les cadres qui travaillent à la Défense, où ils vivent de l'autre côté, ils vivent à l'est, donc dans les Kaufmann et Broad et autres constructions qui sont à 1 heure. Donc vous avez une déclinaison de l'espace urbain socio-territorial qui crée des mobilités contraintes. Et aujourd'hui, on est en train de lutter contre ça. On est en train de proposer des nouveaux paradigmes. Mais la cinétique de tout ça est une cinétique qui va être lente. Il va falloir 10 ans, peut-être, pour revoir tout ça. On est en train de les faire, en train de les réaménager. C'est pour ça que nous, les acteurs qui sommes tous les jours confrontés à ça, c'est le fait qu'on doit changer les paradigmes. Et j'ai dit, si on arrive à concevoir dans nos organisations des territoires d'immobilité, on aura fait une contribution. Parce que l'immobilité, ce sont les meilleurs
manière de ne pas émettre de CO2 et de ne pas embêter son voisin avec 12 mètres carrés qu'on privatise pendant 1 heure, à fur et à mesure qu'on se déplace avec sa bagnole tout seul. Mais rassurez-moi, on aura encore le droit, si on a envie, d'aller voir la grande barrière de corail en Australie et en Nouvelle-Zélande. Au contraire, mais je vous encourage à aller la visiter avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'est ça.